3 jours de deuil national au Niger, décrété par le gouvernement. C'est à la mémoire des 9 soldats nigériens de la mission des Nations Unies tués ce vendredi dans le nord du Mali. L'armée somalienne et les forces de l'Union africaine ont réalisé une prouesse ce dimanche. Elles ont repris le contrôle de la ville de Baraoui des mains des Chebabs. En page magazine, le Nutella serait en train de devenir une douceur chocolatée de luxe et pour cause, un bondissement du cours de la noisette en Turquie, principal producteur. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce journal sur SICA que nous ouvrons avec le Brésil. La présidente brésilienne de gauche, Dilma Rousseff, a remporté ce dimanche le premier tour de l'élection présidentielle. Elle a assuré que la lutte continue et sera victorieuse au second tour qui aura lieu le 26 octobre prochain où elle affrontera le social-démocrate Aécio Neves. La lutte continue, une lutte qui sera victorieuse parce que c'est la lutte du peuple brésilien. Cette lutte est la lutte des bâtisseurs de l'avenir qui ne laisseront jamais le Brésil revenir en arrière, a déclaré l'ancienne guerriera brasilia. Je me sens comme si j'avais reçu un message comme quoi je dois aller de l'avant dans cette lutte avec chacun d'entre vous pour changer le Brésil, a ajouté la première dame, la présidente Dilma Rousseff, qui a remporté avec 41,55% des voix devant Aécio Neves, le candidat du Parti social-démocrate brésilien PSDB, qui a obtenu 33,59%. Au terme d'une spectaculaire remontée dans la dernière ligne droite de la campagne, ce dernier a éliminé l'ex-favorite Marina Silva qui a obtenu 21,29% des voix, candidate surprise de cette élection. Précisons que Marina Silva n'a pas révélé dimanche pour qui elle appellera à voter. Le peuple brésilien demande plus de progrès et dit qu'il voit dans le progrès, dans le projet que je représente, la plus légitime et la plus fiable force de changement. C'est une responsabilité que nous défendons, que nous allons donc défendre ce projet, a déclaré donc Madame Marina Silva. Nous y reviendrons au cours de cette journée. Des nouvelles en provenance de l'Afrique du Sud à présent. Le procès de l'homme d'affaires sud-africain d'origine indienne, Shrien Dewani, accusé d'avoir assassiné son épouse en 2010, débute ce jour. Ce procès très attendu se déroulera à la haute cour de la province du Cap-Occidental, au sud-ouest de l'Afrique du Sud. Reportage. Le procès de l'homme d'affaires britannique, le millionnaire Shrien Dewani, inculpé de complot en vue de commettre un enlèvement, vol aggravé, meurtre et obstruction du cours de la justice, s'ouvre sur une grande interrogation. Pourquoi la lune de miel a-t-elle tourné au drame, laissant sans vie la jeune mariée? En effet, lors de leur lune de miel en 2010, le taxi de Dewani avait été braqué par 2 hommes armés dans un township du Cap. Shrien avait été libéré indemne. Mais Annie, la jeune Suédoise de 28 ans, avait été tuée d'une balle dans le cou. Depuis, c'est tout un mystère autour du crime crapuleux. Avec l'ouverture du procès, la famille espère bien savoir ce qui s'est réellement passé. Nous nous rapprochons de ce que nous recherchons. Ce n'est pas toute l'histoire le plus important. Mais nous voulons juste savoir ce qui est arrivé à Annie. Et ce pas de plus va dans la bonne direction. Nous sommes donc ravis. Shrien Dewani, 34 ans, après avoir tout fait pendant 3 ans pour bloquer son extradition vers l'Afrique du Sud, mettant en avant une précaire santé mentale, sera bien dans le boss des accusés. Précédemment, 3 Sud-Africains, dont le chauffeur du taxi, avaient été condamnés à des peines de prison, dont la perpétuité pour celui qui avait avoué le meurtre. Unanimement, ils affirment que l'époux a commandité le meurtre, mais ce dernier nie toute implication dans la disparition de sa femme. Le parquet, selon les médias sud-africains et britanniques, devrait argumenter qu'il est homosexuel et qu'il a fait assassiner sa femme pour échapper à un mariage arrangé par sa famille d'origine indienne comme celle d'Annie.
Au Niger, les 3 jours de deuil national décrétés par le gouvernement à la mémoire des 9 soldats nigériens de la mission des Nations Unies tués ce vendredi dans le nord du Mali ont démarré depuis hier dimanche dans tout le pays. Les 9 soldats nigériens ont péri dans l'attaque la plus meurtrière contre les troupes de la MINUSMA depuis son déploiement en 2013 dans le nord du Mali, toujours instable malgré une intervention armée internationale. L'armée malienne et la MINUSMA du moins poursuivent leur recherche pour retrouver les auteurs de cette attaque. L'armée somalienne et les forces de l'Union africaine ont réalisé une prouesse du moins ce dimanche en prenant le contrôle de la ville de Baraoui. Ce dernier port somalien d'importance aux mains des Chebab est un bastion crucial pour le financement de leurs activités. Reportage. Les troupes somaliennes de l'Union africaine en Somalie, à Amisom, se sont emparées dimanche de Baraoui, capitale de facto des Chebab et dernier port d'importance encore entre leurs mains. Baraoui, crucial pour le financement des Chebab, était l'objectif principal avoué de l'opération Océan Indien, lancée fin août par l'Amisom et l'armée somalienne et qui a permis de reprendre une dizaine de localités aux islamistes, dont le sud et le centre de la Somalie. C'est un port très important. D'abord, ça fait rentrer beaucoup de devises pour le pays. Comme ça, avec ces rentrées, le pays pourra construire des écoles, rétablir les routes, construire des hôpitaux. Mais aussi, la population va recevoir beaucoup de recettes. En plus de cela, le port servait pour les entrées des terroristes Al-Qaïda et autres entraîneurs des Al-Shabaab. La chute de Baraoui est un nouveau coup sérieux porté aux Chebab qui ont fait allégeance à Al-Qaïda un mois après la mort de leur chef suprême, Ahmed Abdi Godan, tué début septembre par une frappe aérienne américaine dans la province de Bas-Tchabel où se trouve Baraoui. L'Amisom a annoncé dans un communiqué que ses troupes et l'armée somalienne avaient libéré la ville située à environ 200 km au sud-ouest de Mogadiscio sans grande résistance de la part des terroristes Chebab. Les Chebab ne cessent de reculer militairement depuis mi-2011 face à la puissance de feu supérieure de l'Amisom dont les effectifs ont été portés début 2014 à 22 000 hommes. Ils ont abandonné le combat conventionnel pour des actions de guérilla et des attentats parfois spectaculaires, notamment à Mogadiscio, mais aussi au Kenya et à Djibouti, qui fournissent des troupes à l'Amisom. Les islamistes qui continuent de contrôler de vastes zones rurales et des axes routiers reliant les localités conquises par les troupes somaliennes et l'Amisom restent une menace importante pour la sécurité en Somalie et dans la région, rappellent les spécialistes. Et puis c'est dans ce contexte mitigé de joie et de crainte que les Somaliens ont célébré ce même dimanche la fête de l'Aïd dans ce pays où les Chebab sont désormais en perte de vitesse et reculent face aux attaques des troupes officielles appuyées par la mission de l'Union africaine. De nouveaux chefs de guerre tentent déjà de s'imposer sur le terrain. Suivons ici les impressions de quelques fidèles musulmans somaliens recueillis le jour de l'Aïd. C'est très calme et nous espérons que ça le sera de mieux en mieux. On a été guidé par notre président du Parlement, Osman Yawari. Aïd Moubarak, et salutations à tous les Somaliens. Allah nous a donné la paix toute cette année jusqu'à maintenant. Et j'espère que tous les Somaliens pourront se réconcilier les uns les autres. Sur un tout autre plan, à présent, dans le centre de Bruxelles, en Belgique, une quarantaine de bénévoles de Médecins sans frontières se préparent à partir en Afrique de l'Ouest dévastée par le virus Ebola. Dans moins d'une semaine, ils seront confrontés pour la première fois à ce virus mortel. Reportage. Dans une semaine, Jean-Sébastien, bénévole pour MSF Belgique, sera sur le terrain, auprès des malades atteints d'Ebola. C'est un habitué des missions de Médecins sans frontières, mais c'est la première fois qu'il sera confronté à ce virus mortel. Passer du temps avec le patient dans un environnement où on sait qu'on peut être contaminé à tout moment, même si on est protégé, même si on fait tout pour essayer de se protéger, à un moment donné, je pense que la fatigue faisant, on peut être plus vite stressé à l'arrivée. Ouais. Déjà là, on sent que si on doit attendre 10-15 minutes pour enlever la combinaison et tout, on a chaud, c'est difficile et c'est assez stressant. Pendant 2 jours, il se forme à Bruxelles aux gestes indispensables sur place. Comme lui, ils sont 40, médecins, infirmiers, spécialistes en eau, hygiène et assainissement. Chaque détail compte pour être prêt.
Moment le plus sensible dans la simulation, le déshabillage. Les éléments de protection ont été en contact avec des patients contaminés. La moindre éclaboussure pouvant être fatale, il faut faire preuve d'une extrême vigilance. C'est vrai que ça fait peur. Nous avons des procédures en place, des protocoles existent. Donc il s'agit de bien les appliquer à la lettre et on n'a pas droit à l'erreur. Donc voilà, c'est ce que j'essaie de me dire, que ça va aller. Les bénévoles seront envoyés en Guinée, en Sierra Leone ou encore au Libéria. Cet entraînement, c'est aussi la dernière possibilité pour eux de vérifier le plus important. Sont-ils capables psychologiquement de mener à bien leur mission ? On ne leur cache rien, on est très transparent sur... on leur montre des films, on leur fait rencontrer des personnes qui reviennent du terrain également. On est très franc, on est aussi très franc sur le fait que s'ils changent d'avis à l'issue de cette formation, ça pose de problème à personne. Des interventions Ebola, c'est pas pour tout le monde. Et il faut vraiment être prêt à y aller dans sa tête pour pas se mettre à risque après quand on est sur le terrain et pas mettre le reste de l'équipe à risque aussi. L'Organisation mondiale de la santé estimait mi-septembre à 318 le nombre de soignants contaminés par le virus Ebola, dont 151 cas mortels. Parlant toujours de ce virus Ebola, précisons que le caméraman américain qui a contracté le virus Ebola au Libéria a été évacué ce dimanche de Monrovia, a indiqué dans la soirée une source humanitaire. Ashoka Mupo, 33 ans, un caméraman freelance recruté ce mardi par la chaîne de télévision américaine NBC, était en quarantaine depuis mercredi dans un centre de traitement d'Ebola de l'ONG française Médecins sans frontières à la limite et de la capitale libérienne. Précisons que la présidente de NBC, Deborah Turnes, avait précisé vendredi qu'il sera évacué vers un autre centre spécialisé comme les précédents patients américains et que par principe de précaution, le reste de l'équipe ne présentant pourtant aucun symptôme sera rapatrié par vol spécial et se placerait en quarantaine pendant 21 jours, durée maximale d'incubation du virus. Il s'agit là du 4e Américain contaminé dans ce pays et du premier journaliste étranger atteint depuis le début de l'épidémie qui a emporté plusieurs journalistes locaux. L'ancien président et dictateur haïtien Jean-Claude Duvalier n'est plus. Il est mort hier dans une crise cardiaque à Port-au-Prince, en Haïti. Mais qui est cet homme qui a marqué l'histoire politique de son pays? De nombreuses réactions ont été enregistrées dans le rang des populations à l'annonce de son décès. Reportage. Derrière ces images d'une ville mouvementée et bien gaie, se cache la mélancolie et la tristesse de tout un pays plongé dans le deuil. L'ancien chef d'État haïtien Jean-Claude Duvalier, ici en image, est passé de vie à trépas. Surnommé Bébé Doc, Jean-Claude Duvalier a hérité en 1971 du pouvoir de son père, le dictateur François Duvalier, à l'âge de 19 ans. Puis il a été renversé en 1986 après une révolte populaire. Il était revenu à la surprise générale en Haïti en 2011 après avoir passé 25 ans en exil en France. Il avait alors déclaré être revenu pour aider le peuple haïtien. Mais depuis son retour, de nombreuses plaintes avaient été déposées contre lui pour arrestations illégales, tortures, emprisonnement et exil forcé de ses opposants, mais aussi détournement de fonds publics. Aucun procès n'avait pu être organisé. Après plusieurs refus de comparaître, il s'était présenté pour la première fois devant la cour d'appel de Port-au-Prince en février 2013. La justice haïtienne avait ordonné une nouvelle enquête en février dernier sur les crimes contre l'humanité imprescriptibles imputés à l'ancien dictateur. Mais pour les populations, tout ceci relève désormais du passé. D'aucuns pleurent déjà un homme qui aura beaucoup apporté aux Haïtiens. Duvalier représentait un pilier pour nous. Il a été notre président et aujourd'hui il est mort. Nous n'aurons plus jamais de président comme lui. Nous n'allons jamais l'oublier. On s'en souviendra avec regret et nous penserons toujours à lui. Quand Duvalier était là, la vie était meilleure pour les pauvres et pour toute la population. À cette époque, une famille pauvre était en mesure d'envoyer son enfant à l'école. Aujourd'hui, envoyer un enfant à l'école est un vrai problème. Jean-Claude Duvalier, affaibli depuis peu par une santé de plus en plus frêle, vivait retiré dans un quartier huppé des hauteurs de Port-au-Prince.
Il a tiré sa révérence des suites d'une crise cardiaque à l'âge de 63 ans. Les autorités mexicaines ont lancé une enquête sur l'identité des cadavres retrouvés ce samedi dans les fosses près de la ville d'Iguala, dans le sud du pays où 43 étudiants avaient disparu il y a exactement une semaine. L'incident est survenu après une attaque de policiers et d'hommes armés appartenant au crime organisé. Dans la nuit de ce samedi au dimanche, 9 corps avaient été transportés à la morgue de la ville. Reportage. Les autorités mexicaines ont découvert 6 fosses contenant un nombre inconnu de corps près d'Iguala, une ville mexicaine. À cet endroit ont disparu il y a plus d'une semaine plus de 40 étudiants après des affrontements avec la police locale. Les autorités enquêtaient sur l'identité de ces cadavres trouvés samedi dans le sud du pays. Ceci fait suite à une attaque de policiers et d'hommes armés appartenant au crime organisé. Dans la nuit de samedi à dimanche, 9 corps ont été transportés à la morgue de la ville. L'homme estime que les autorités doivent informer les familles qui recherchent les 44 personnes disparues. Une découverte de ce type soulève beaucoup de questions auxquelles l'État doit répondre. Cette découverte doit être appuyée scientifiquement pour être certain que ce sont les victimes, vérifier que ce sont des restes humains et, si possible, vérifier à qui ils appartiennent. En tant que représentant de la Commission des droits de l'homme, ce que nous pouvons confirmer, c'est que 6 fosses ont été découvertes et elles sembleraient contenir des corps. Nous n'avons pas pu contacter la police, nous ne voulons pas intervenir et contaminer les lieux. Le procureur n'a pas précisé le nombre de cadavres trouvés et il a souligné qu'il ne confirmerait pas si des étudiants disparus étaient parmi eux tant que les tests génétiques n'auraient pas été effectués par les experts fédéraux dépêchés sur les lieux. Le procureur Blanco a affirmé samedi qu'il pouvait d'ores et déjà confirmer la participation à cette affaire d'un groupe criminel nommé Guerreros Unidos, dont plusieurs éléments de la police font partie. Les 43 jeunes portés disparus depuis le 26 septembre sont des élèves d'une école normale proche de Chilpancingo, capitale de l'état de Guerrero. Comme le reste de l'état de Guerrero, Iguala est une zone d'intense activité des narcotrafiquants. Cette année, on y a déjà découvert une trentaine de cadavres dans plusieurs fosses clandestines. Une nouvelle en brève à présent, Hong Kong a enregistré ce lundi matin une nette reprise de son activité à la faveur de la démobilisation des manifestants pro-démocratie épuisés qui n'ont obtenu aucune concession et débattaient de la suite à donner au mouvement. Après la nuit la plus calme depuis le 28 septembre, les Hongkongais sont retournés nombreux ce matin au travail et plusieurs écoles ont rouvert leurs portes. La circulation automobile était très dense et les métros étaient bondés ce matin toujours. Certaines rues sont toujours bloquées et les lignes d'autobus déviées. Précisons que dans le quartier d'Admiralty, où seuls demeuraient 200 manifestants, les fonctionnaires employés au siège du gouvernement de l'ancienne colonie britannique, inaccessibles depuis vendredi, ont pu également reprendre le travail. La page magazine de ce journal à présent, le Nutella serait-il en train de devenir une douceur chocolatée de luxe? La Turquie, premier pays producteur de noisettes au monde, est touchée par une crise due à la mauvaise récolte entraînant du coup un bondissement du cours de la noisette. Reportage. Adnan est déjà en train de préparer son verger de noisetiers pour la prochaine récolte. Dans la région de Trabzon, sur les bords de la mer Noire, c'est toute la filière de la noisette qui a été touchée par les intempéries du printemps dernier. Cette année, à cause de la grêle, on n'a pas eu la production qu'on a habituellement. Cette année, on a récolté 80 kilos environ. Normalement, on aurait dû avoir 150 kilos, entre 150 et 200 kilos. Conséquence, la production de la noisette de Turquie, premier producteur mondial avec 80% des récoltes, a baissé d'un tiers et les prix se sont envolés. L'an dernier, si le kilo était à 3 $, cette année, il est au-dessus de 5 $, 5 $et demi. Une aubaine pour les agriculteurs, mais la météo n'est pas seule responsable de la hausse des prix. Depuis que l'État turc a libéralisé le marché il y a 4 ans, les cours du fruit sec n'ont cessé d'augmenter. Une tendance qui inquiète la chambre de commerce de Trabzon, car à trop vouloir faire baisser l'offre sur le marché mondial, par la création de stocks par exemple, la noisette turque pourrait perdre sa place de championne.
Si vous mettez un prix trop élevé, vous ne vendrez pas. Il faut que les gens soient conscients. Ça fait 150 ans que les Européens viennent acheter nos noisettes pour le chocolat et l'industrie de la pâtisserie. Mais hormis l'Europe, malheureusement, nous n'avons pas d'autres débouchés. Les Européens ne vont pas y renoncer, mais s'ils se détournaient de la noisette turque, alors elle ne vaudrait plus rien. Pour l'instant, cette situation frappe de plein fouet l'industrie mondiale du chocolat. Dans cette usine de la banlieue de Trabzon, on traite 25 000 tonnes de noisettes par an. C'est la plus grande de Turquie. Ces noisettes entrent dans la composition de chocolat, barres chocolatées, céréales et bien sûr, pâte à tartiner dégustée aux quatre coins du globe. Cette année, c'est sûr, ces noisettes seront vendues plus chères aux confiseurs et chocolatiers industriels. Pour diminuer le coût, là où ils mettent 10% de noisettes, s'ils n'en mettent que 2 ou 3%, est-ce qu'on retrouvera le même goût? Sans doute que non. C'est sur le prix de vente que cela va changer. Ils ne vont pas diminuer la qualité, alors à mon avis, ils vont devoir répercuter cette hausse sur le prix de vente. Pas de pénurie de Nutella à prévoir donc, mais une hausse de prix plus certainement. Ferrero, propriétaire italien de la célèbre gourmandise, déterminera en octobre le prix de sa pâte à tartiner. Voilà, madame, monsieur, ce sera tout pour cette édition que je vous remercie d'avoir suivi. Mais avant de partir, la pensée du jour que je vous soumets à méditation nous vient du Gabon et dit « Le soleil n'oublie jamais un village, même s'il est petit ». Le soleil n'oublie jamais un village, même s'il est petit. Merci une fois encore d'avoir suivi ce journal sur Sika. Nos programmes se poursuivent sur sikatv.info.